dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Constant Moutamba, accusé de détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Et puis, intensification de combat entre la RDC et les M23 à l'Est. L'armée congolaise lance une énième mise en garde contre ce qu'elle qualifie de provocations répétées. Et au Nigeria, la production de pétrole est soumise à 1,5 million de barils par jour, un niveau que les autorités jugent en dessous des capacités actuelles. C'est la grande édition, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue. 10 ans de travaux forcés ont été requis ce mercredi contre l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, accusé de détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Les ministères publics estimant le fait établi a demandé à la Cour de cassation de prononcer une peine exemplaire. Suivez. Le ministère public a requis ce mercredi 10 ans de travaux forcés à l'encontre de Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, poursuivi pour les détournements présumés de 19 millions de dollars de fonds initialement alloués à la construction d'une prison à Kisangani. En plus de la peine de prison, le parquet a demandé que l'ex-ministre soit déclaré inéligible, interdit d'exercer toute fonction publique et contraint de restituer les sommes détournées. Il plaira donc à votre mise de vous, Monsieur le Président, honorable membre de la République, de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics mis à charge du prévenu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit de l'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable membre de l'Office de Cour, l'interdit d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Lors de l'audience du 13 août devant la Cour de cassation, un délégué de la Robank a été entendu comme dernier témoin. Il a confirmé l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom des Ion Construction, société ayant perçu les fonds transférés depuis le ministère de la Justice. Selon l'accusation, cette société serait fictive. Les dossiers reposent en grande partie sur ces virements jugés irréguliers vers Ion Construction au centre de ce qui s'apparente à une vaste opération de détournement de fonds publics. Prenons cette information en bref. Le président Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo ont pris part en visioconférence au sommet extraordinaire conjoint entre la communauté de l'Afrique de l'Est CAE et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC consacré à l'examen de la situation régionale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Et puis alors que le regard sont tournés vers Doha où un nouveau round de négociations pour parvenir à un accord de paix est prévu d'ici 4 jours, la réalité du terrain, elle contredit les espoirs d'escalade dans l'est de la RDC. Le combat s'intensifie entre le FARDC et les M23 malgré les engagements de cesser le feu. L'armée congolaise hausse les tons et lance une énième mise en garde contre ce qu'elle qualifie de provocation répétée de rebelles. Suivez. Violation du cessez-le-feu, énième mise en garde des FARDC à l'endroit du M23. À 5 jours d'un possible accord à Doha, la tension monte dangereusement dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que l'espoir d'un apaisement renaît avec les discussions prévues le 18 août à Doha, le combat se poursuivent sur le terrain. Dans un communiqué daté du mardi 12 août, l'armée congolaise accuse les M23, soutenus par la coalition AFC, de violer une nouvelle fois le cessez-le-feu. Le FARDC dénonce des attaques quasi quotidiennes contre leur position dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La République démocratique du Congo dénonce cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, le rebelle mène également de massacres ciblés contre les populations civiles, majoritairement Hutus dans la région de Massissi. L'armée congolaise affirme que ces attaques sont une violation flagrante de l'accord de paix de Washington ainsi que des déclarations de principe de Doha signées le 19 juillet dernier. Tout en réaffirmant son engagement pour la paix, l'armée met en garde. Elle se réserve le droit de réagir à toute nouvelle provocation sur le terrain. À quelques jours d'un nouveau round diplomatique, la situation sur le terrain reste extrêmement volatile. La balle est désormais dans les camps des négociateurs, mais aussi de rebelles de l'AFC M23. Une autre brève dans ces journaux, le FARDC ont été placés en alerte maximale dans les Hauts-Katanga face à une menace d'attaque sur plusieurs sites stratégiques. Dans un télégramme interne, le général Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire, a ordonné les déploiements renforcés autour de l'aéroport, de camps militaires, de la RTNC et d'axes sensibles comme Kasumalesa, Likasi, Kipushi, Kolwezi et la route de Kasenga. Et puis à Katana et Kaleye, le conflit armé plongeait le système de santé dans une crise approfondie. Une évaluation conduite en mars a montré que 15 de 24 structures sanitaires locales étaient fermées, 10 endommagées et 16 pillées. Face à cette situation, l'accès aux soins est devenu extrêmement difficile pour les habitants confrontés à l'insécurité et à la pauvreté croissante dans Momat. Entre mai et juillet, Médecins sans frontières a mené une intervention d'urgence dans la région. Plus de 2400 personnes ont bénéficié de soins gratuits, notamment dans les domaines de la pédiatrie, de la malnutrition, des urgences obstétricales et du soutien aux victimes de violences. L'afflux de patients s'est accompagné d'un renforcement temporaire en médicaments et en équipements. Mais les besoins dépassent largement les capacités actuelles. De nombreuses zones restent inaccessibles et les pénuries persistent. MSF a quitté la région fin juillet, laissant des stocks pour un mois supplémentaire. Toutefois, l'organisation souligne l'urgence de garantir un accès sécurisé à l'aide humanitaire
et un approvisionnement régulier en médicaments. Pendant les mois de mai et juin, nous avons effectué une intervention d'urgence en collaboration avec le ministère de la Santé publique et en soutien à 2 hôpitaux et 5 centres de santé dans les zones de santé de Katana et Kalehe. L'intervention visait à rétablir la fonctionnalité des structures de santé après la phase de combat lors de laquelle beaucoup d'entre elles ont été pillées, endommagées et d'où le personnel a fui. Nous nous sommes donc focalisés sur les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes présentant des complications, ainsi que les victimes de violences, dont bien sûr les victimes de violences sexuelles. En 2 mois, nous avons appuyé la prise en charge de plus de 2500 patients, parmi lesquels 425 cas de malnutrition et 191 cas de violences sexuelles. Et nous appelons donc les acteurs humanitaires à renforcer leur présence dans ces zones de santé où les besoins persistent. Également les autorités à faciliter l'accès aux populations affectées par la crise actuelle. La fermeture des aéroports de Goma et Bukavu aggrave encore l'isolement de ces territoires où des milliers de personnes restent sans accès aux soins essentiels. Entre mai et juillet, a été signé mardi entre la RDC et le Brésil dans les domaines de la défense nationale. C'est le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Mwanza-Vita qui a paraphé les documents lors d'une cérémonie à Brasilia, la capitale du Brésil. José Junior Owawa pour les commentaires. Accompagné de son homologue brésilien, José Mocio Manterio, Guy Kabombo Mwanza-Vita a d'abord visité l'Agence nationale de télécommunications où les dernières innovations technologiques en matière de cybersécurité lui ont été présentées, ainsi que le projet d'expansion de la rose de la région amazonienne. Ces innovations technologiques devenues source d'inspiration pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la RDC, au vu de l'importance stratégique qu'accorde son pays à la protection des réseaux et à la connectivité comme levier de souveraineté nationale. Juste après, un entretien portant sur les opportunités de collaboration entre la RDC et le Brésil avait eu lieu suivi d'un passage en revue de projets de coopération liant les 2 pays avant la signature d'un mémorandum d'entente. Les textes visent à renforcer les capacités opérationnelles de FARDC, acquisition d'équipements militaires, échange d'expériences et d'expertise, ainsi que d'entraînement de combat des unités spéciales jungle, confrontées à des défis sécuritaires énormes, dont la guerre d'agression menée par le Rwanda via la rébellion de l'AFC/M23. Kinshasa a multiplié de partenaires dans ce domaine de la sécurité et de défense. 9e puissance militaire au monde, le Brésil compte jouer un rôle déterminant pour aider la RDC à s'en sortir dans ces secteurs. Bien avant, la délégation s'est rendue à Montevideo, en Uruguay et à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, pour renforcer la coopération dans ces mêmes domaines. Dans un autre registre, passation du pouvoir au ministère de la Jeunesse tenue ce 13 août 2025 à huis clos. Grace Coutinho, figure atypique issue de milieux religieux, prend la relève dans un contexte social explosif. Chargée d'un portefeuille sensible, elle hérite des lourds défis, notamment le chômage des jeunes et la faible participation civique. Gigi Nende. La cérémonie de remise et reprise au ministère de la Jeunesse s'est tenue ce mercredi 13 août 2025 à huis clos entre la ministre sortante Noéla Aiganagato et sa successeur Grace Coutinho, connue pour son parcours atypique, marqué notamment par un engagement fort dans les milieux religieux. Grace Coutinho prend la tête d'un ministère stratégique dans un contexte social tendu. Lors de son mot de circonstance, elle a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en elle, promettant de poursuivre les actions engagées tout en insufflant une nouvelle dynamique. Je mesure la grandeur de cette responsabilité et je crois que je serai là pour continuer encore tout le travail que vous avez déjà abattu jusqu'ici. Et je crois en la jeunesse congolaise,
Je crois en la vision du chef de l'État et je crois surtout à ce que vous avez déjà fait au sein de ce ministère. La nouvelle ministre hérite d'un portefeuille lourd de responsabilités. Le chômage des jeunes, l'accès restreint aux opportunités entrepreneuriales et le désengagement civique figurent parmi les défis majeurs auxquels elle devra s'attaquer. Issue d'un univers éloigné du monde politique, Grace Coutinho devra aborder ces problématiques avec une approche différente. Mais ses détracteurs restent sceptiques. Sa nomination avait suscité une vive controverse autour de ses compétences et de sa légitimité à occuper ce poste. Saura-t-elle faire taire les critiques en relevant les nombreux défis qui l'attendent? L'avenir le dira. Appel au dialogue et à l'union pour mettre fin à la dictature en RDC. Telles sont quelques-unes des résolutions issues du congrès d'ensemble du 12 août. Issus du congrès d'ensemble du 12 au 13 août, les membres de ces partis politiques se sont réunis à Bruxelles sous la direction de leur président national pour restructurer leur formation et débattre de grandes questions d'intérêt national. Et en sport, les Léopards à prime sont désormais dans l'obligation de gagner les 2 rencontres restantes de leur groupe au regard de l'enjeu qui rend maintenant ces victoires impératives. Cependant, il faut commencer par bien négocier l'opposition contre l'Angola ce jeudi 14 août à 18h heure de Kinshasa. Blaise Kuzola. Dans un derby entre pays voisins qui se connaissent mieux, l'RDC devrait sortir le grand jeu pour venir à bout de son adversaire afin d'espérer continuer son parcours dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Pourtant mal engagé, surpris par une défaite évitable contre le Kenya 1-0, les Congolais ont ensuite repris confiance en s'imposant déjà contre un autre voisin, la Zambie, 2-0. De son côté, l'Angola, qui a disputé 3 rencontres pour une défaite, un nul et une victoire, veut nourrir ses ambitions. L'objectif reste le même pour les Palancash Negrash, battre la RDC pour maximiser les chances de qualification avant la dernière journée contre le Kenya, leader surprise de ce groupe qui s'est imposé devant les 2 nations les plus titrées de la compétition, à savoir la RDC et le Maroc. Pour éviter tout piège, les hommes du sélectionneur Otis Ngoma connaissent l'enjeu. Gagner impérativement ou bien c'est quasiment terminé, sachant que le prochain adversaire est à prendre encore très au sérieux lorsqu'il s'appelle les Maroc, déjà blessé par les Kenya. Nous venons effectivement d'une situation assez compliquée parce que les conditions de préparation n'ont pas été favorables pour nous. Mais après beaucoup d'efforts, on a quand même réussi à faire quelque chose. Et par rapport à l'état d'esprit, je pense que à ce stade de la compétition, comme vous l'avez dit, le match de demain, c'est un match déterminant. Et de notre côté, nous pensons qu'en compétiteur, nous avons essayé de remobiliser des troupes parce que ce n'était pas facile de revenir dans la compétition après la première défaite, chose qui a été faite. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes au point et nous pouvons dire que le match va se jouer dans des conditions normales. Pourquoi? Parce que nous avons des informations sur nos adversaires et nous-mêmes nous avons travaillé, sachant qu'à chaque match, une vérité. Et nous pensons que nous sommes prêts pour jouer ces matchs-là. Ça va être difficile, nous savons, mais pas impossible. Et comme le coach l'a dit, nous sommes dans un esprit positif puisque nous avons commencé ces tournois par une défaite, mais après, nous nous sommes rattrapés. Du coup, chaque match, on va aborder chaque match avec sérénité et un esprit positif pour espérer la qualif. On parle entre nous, oui, on parle entre nous. Et on se dit que c'est un match très important, un match très décisif pour nous. Dans les groupes, on a des grands qui sont expérimentés. On a Michel qui nous motive, il nous dit de positiver, il nous encourage. On sait que ça va se jouer demain. Du coup, il nous donne des conseils du genre ne pas stresser, être calme et tout.
et que ça va passer, que ça va bien se passer. Rappelons que le dernier face-à-face entre le Léopard A' et l'Angola dans une phase finale du CHAN a très mal tourné pour les Angolais qui s'étaient inclinés 4-2. C'était en 2016 au Rwanda, édition d'ailleurs remportée par la RDC grâce à la génération Mecha Kelia, Jonathan Bolingui et autres, conduite par Florent Ibenge. Avec nous pour en parler, Blaise Kouzola, journaliste au sein de Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Patience et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Blaise Kouzola, vous êtes journaliste sportif. Quelle analyse faites-vous avant ces matchs d'Angola? C'est un match qui sera très décisif pour la course à la qualification pour le Léopard A', le Léopard CHAN de la République démocratique du Congo, étant donné qu'ils ont perdu leur premier match face au Kenya, puis ont battu la Zambie 2-0. Le match de demain a un enjeu particulier, étant donné que l'Angola compte 4 points en 3 sorties et l'RDC en 2 sorties et l'RDC en compte en 3 sorties, voilà, avec une victoire, un nul et une défaite, et l'RDC qui compte 3 points en 2 rencontres, d'où il faudra gagner ces matchs, d'autant plus que le Kenya, qui est premier du groupe, est déjà qualifié. L'enjeu est clair, il faut gagner sans se poser de questions. Il faut que les hommes d'Otis Ngoma, qui a été représenté à la conférence de presse par Daoula Lupembe, puissent se mettre en tête que nous n'avons qu'un seul choix, c'est de gagner. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de match nul. Il faut gagner les 2 matchs restants contre l'Angola et puis la semaine prochaine dimanche prochain contre le Maroc, pour pouvoir capitaliser les chances des qualifications pour le quart de finale. Donc c'est un match très important pour les Léopards et toute la République démocratique du Congo sera donc derrière cette équipe pour les pousser à la victoire, et l'équipe également sera attendue au tournant. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir après le match gagné face à la Zambie. Est-ce que l'équipe s'est réellement réveillée ou bien ce n'était qu'une simple illusion qu'ils nous ont donnée. Donc le rendez-vous est pris pour ce jeudi à 18h de Kinshasa, où la RDC jouera face à l'Angola. Donc le cartes sont à jeter, les dés sont jetés. On va voir ce qui va se passer à l'issue de cette rencontre. Il n'y a pas de négociation, il faut gagner. Merci Blaise Kouzola pour vos éclaircissements. Merci Patience. On va poursuivre avec l'actualité, cette fois-ci avec la page internationale. Soumis à une production de 1,5 million de barils par jour, niveau que les autorités jugent en dessus de capacité actuelle, le Nigeria multiplie les efforts pour obtenir une amélioration substantielle de son quota dans un contexte de défis économiques. Blaise Kouzola. Pour le deuxième mois consécutif, le Nigeria a produit du brut au-dessus du quota fixé par l'Organisation de pays exportateurs du pétrole. Selon le rapport mensuel du cartel publié le mardi 12 août, la production moyenne a atteint 1,507 million de barils par jour en juillet, après 1,505 million de barils par jour en juin. Ces niveaux dépassent légèrement le plafond d'1,5 million de barils par jour imposé par l'organisation. Cette performance intervient alors que le pays envisage d'obtenir une révision à la hausse de ses quotas lors de la prochaine réunion ministérielle prévue le dimanche 30 novembre. Selon la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, la production d'huile du Nigeria a cumulé 1,78 million de barils par jour en juillet grâce à la remise en service d'installations pétrolières, à l'arrêt et au renforcement de la sécurité dans les deltas du Niger. Ces dépassements surviennent alors que l'OPEP et ses alliés remettent progressivement sur le marché 2,2 millions de barils par jour de production volontairement retirés depuis 2023 pour soutenir le prix. Depuis mai 2025, l'organisation procède par paliers.
411 000 barils par jour en mai, juin, juillet et août, puis 547 000 barils par jour en septembre, ce qui mettra fin aux coupes volontaires. Cette échéance marquera une offre mondiale plus élevée, compliquant la défense de parts des marchés et des quotas nationaux. En 2022 et 2023, le Nigeria produisait régulièrement entre 300 000 et 500 000 barils par jour, sous ses quotas à l'époque fixés à 1,8 million de barils par jour, en raison de défis techniques, d'actes de vandalisme contre les infrastructures pétrolières et des retards de maintenance. En affichant 2 mois consécutifs au-dessus de son quota, le Nigeria entend démontrer sa capacité de production retrouvée, alors que même l'OPEP+ augmente déjà son offre. Cet argument soutient l'intention formulée en mai de porter le quota à 2 millions de barils par jour d'ici 2027. Le résultat des négociations de novembre prochain déterminera si le Nigeria peut convertir cette démonstration de capacité en quota officiel plus élevé. Le Burkina Faso est l'un des principaux producteurs et exportateurs ouest-africains de mangue avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans le pays, le gouvernement renforce son appui à l'appareil productif pour booster les performances de la filière. Suivez. Au Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture a mobilisé et distribué près de 400 000 plantes de manguiers au profit des agriculteurs à travers le pays entre juin et août 2025. Cette campagne de distribution vise à renforcer la filière mangue, identifiée comme l'une des 8 filières prioritaires dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Un programme national visant à revitaliser les filières agricoles clés du pays en augmentant la production et en améliorant la qualité des fruits. L'enjeu pour les autorités est également de consolider la position du pays sur le marché international tout en contribuant à la sécurité alimentaire et au développement économique. Il convient de noter qu'en dépit d'une progression globale, la production burkinabé a évolué en dents de scie ces dernières années. Dans un rapport publié en novembre 2024, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina souligne en effet que la production de la filière est passée à 197 302 tonnes en 2018 à 271 503 tonnes en 2020 avant de connaître une baisse de 27% en 2021 pour s'établir à 199 240 tonnes. Ensuite, elle a rebondi de 51% en 2022 atteignant 300 000 tonnes. Cette circonstance dans la production s'est également répercutée sur les performances réalisées sur les segments des exportations. Les expéditions de la filière ont généré 7,18 milliards de francs CFA, soit 30,5 millions de dollars de recettes en moyenne par an entre 2019 et 2023, avec un record de 22,1 milliards de francs CFA, soit 39,3 millions de dollars enregistrés en 2022. Dans le pays, la superficie consacrée à cette culture était évaluée à 33 000 hectares en 2022. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir. Le média congolais reviennent essentiellement ce mercredi sur les cérémonies de remise et reprise dans différents ministères et les visions dévoilées par chaque membre du gouvernement occupant un nouveau siège. Et les regards des médias étaient tournés vers Adolphe Muzito, qui était ministre du budget, puis premier ministre sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila et qui est de retour comme ministre du budget du gouvernement Soumin Mouadou. Adolphe Muzito a enfin pris officiellement ses fonctions de vice-premier ministre en charge du budget le mardi 12 août en remplacement de Aimé Mboji au terme d'une cérémonie officielle de remise et reprise déroulée au centre financier de Kinshasa, le siège du ministère du budget, rapport Congo Nouveau.
Ces passages de relais interviennent dans un contexte de forte attente budgétaire et de réformes attendues. Et Adolfo Mosito a promis de doubler le budget de l'État, note le tri-hebdomadaire. Le nouveau vice-premier ministre du budget arrive avec une vision marquée par les nationalismes économiques, la rigueur dans la gestion publique et un plaidoyer de longue date pour la transparence budgétaire, note Zumeko. Conscient des défis à relever, rapporté sur 7.cd, cet ancien ministre du budget qui retrouve ce portefeuille 17 ans après a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes, soulignant que tout dépendra de l'autorité du pays et de la première ministre. Il a averti que ces transformations exigeront de sacrifices tant de la part de Congolais que de l'administration publique, poursuit le portail. Le nouveau patron de la justice congolaise, Guillaume Ngefa, a dans son discours d'investiture exprimé sa détermination à combattre la corruption et l'impunité, indique le potentiel. Guillaume Ngefa s'est également engagé, selon le journal, à améliorer les conditions de travail et de vie des acteurs du système judiciaire congolais. Grégoire Mouchaïn Moutombe, nouveau ministre d'État en charge du développement rural, estime quant à lui que l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'habitat rural et l'électrification des zones rurales sont parmi les défis majeurs, note l'agence congolaise de presse. Dans le même temps, résume Info 27, Ferdinand Massamba ou Massamba s'engage à revitaliser l'emploi et le travail, tandis qu'Akasia Bandou Bolambongo fait place à Onej Nsele aux affaires foncières avant de rejoindre le ministère stratégique des hydrocarbures. Dans un autre registre, Actuality.cd renseigne que les tensions montent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, qui s'accusent mutuellement de violations répétées du cessez-le-feu alors que le processus de paix des Doha marque le pas. Dans un communiqué, l'armée congolaise a dénoncé l'attitude belliciste de la coalition M23 AFC, accusée de mener de multiples attaques contre ses positions du nord et sud Kivu, sortie des massacres ciblés des civils, indique le potentiel. Les FARDC parlent de violations intentionnelles et manifestes de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe signée à Doha et se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations, ajoute pour sa part 7sur7.cd. À en croire l'agence congolaise de presse, les FARDC dénoncent également le propos dilatoire relayé dans les médias et sur les réseaux sociaux pour justifier ses actions avant de réaffirmer l'attachement de l'armée aux engagements pris dans le cadre du processus de Washington et des Doha pour un retour durable de la paix dans l'est du pays. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés ce mercredi contre l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba, accusé de détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Vous avez suivi également l'intensification des combats entre la RDC et le M23 à l'Est. L'armée congolaise lance une énième mise en garde contre ce qu'elle qualifie de provocation répétée. Et au Nigeria, la production de pétrole est soumise à 1,5 million de barils par jour, un niveau que les autorités jugent en dessous des capacités actuelles. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.